Tu vois, ici, on est dans un quartier à majorité de vieilles personnes. Hein. C'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux. Hein. C'est-à-dire des logements faits pour les jeunes couples qui démarrent, hein, pour les ouvriers, pour les ménagers, mais aussi peut-être pour les chômeurs. Hein. Tout ceci dans le plan d'une restructuration des plans de secteur visant à vaincre la solitude du troisième âge en l'intégrant à la population active. C'est une chouette idée. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique. Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux, les briques. C'est les briques rouges. Ouais, Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. Hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon Dieu. Le vin qui dit vin dit pot de vin. Ouais. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Entrée pour la dernière séance, c'est pour la semaine. Vous allez voir, le bouche à oreille va fonctionner. Vous n'aimez que les films qui ont 3000 entrées. Ce film ne passera pas à la TV. Il n'y a pas de souci, t'en fais pas pour ça. Tu sais, c'est pour ça que Dieu a inventé la vidéo, il n'y a pas de malaise. Bienvenue au Grand Silence, le podcast qui vous fait découvrir d'anciens films comme on résoudrait des cold cases que l'on déclasse. À l'occasion de la sortie du dossier Maldoror, dernier film de Fabrice Duvels inspiré de l'affaire du Trou, nous avons vu et allons vous parler des autres films inspirés de l'affaire du Trou. Mais comme on n'a trouvé que 2 seules fictions qu'il avait déjà fait, on étend l'émission aux films belges inspirés de faits divers belges. Pour m'accompagner, il y a Lucie. Actuellement en voyage en Europe, elle a infiltré la mafia albanophone pour détourner l'argent et financer le Grand Silence. Gros merci à elle, Lucie. Et petit conseil, elle déconseille énormément le lac de Bohinj pour cacher un corps tant l'eau est translucide. Merci encore, Lucie. Bonsoir. Il y a aussi... Ah oui, merde, j'ai oublié la pause, désolé. Vas-y. Bon, je dis bonjour, parce que bonsoir, c'est débile, les gens, ils vont l'écouter 24 heures sur 24, le truc, enfin... Oui. Ouais, pour se mettre dans l'ambiance, écoutez-le de nuit. Oui, c'est vrai. Comme l'heure tardive. Après 2h du matin. Voilà. Dans un parking glauque de la région de Charleroi. C'est ça. Vous venez d'entendre Martin, fin observateur d'archives photographiques. Il peut résoudre de vieilles enquêtes en un clin d'œil. Il a trouvé qui était le tueur du Zodiac, ainsi que l'assassin du petit Grégory, et il s'agit de la même personne. Bonjour Martin. Bonjour. Bravo, hein. Ouais, bah écoute. Bravo. C'est un métier, les petits gars. Et il y a Benjamin. Avant de travailler en bibliothèque, il a protégé et servi la population. Ancien flic à fleur de peau et assez compliqué sur les chocolats, il n'a jamais tué. Bonsoir Benjamin. Mais j'aime bien les cheeseburgers, alors ça va. Voilà, on commence tout de suite dans la référence, c'est bien. Voilà. La référence pointue. Superbe. Quant à moi, vous m'avez certainement reconnu dans Les Pistolets en plastique, la comédie de Jean-Christophe Maurice qui se fout bien de la gueule des gens habités par la fascination morbide pour les faits divers. J'en fais pleinement partie et ce podcast en est la preuve, clairement. Eh bien, bonjour Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Bonsoir Paul. Avant d'entamer le dossier, nous allons évoquer les sorties de février, même voire fin janvier, et un petit peu début mars, avec la première partie du podcast. Donc là, c'est le petit jingle. Pourquoi on fait un jingle alors que tu le fais très bien toi-même? Ouais. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. Et partez pas sans votre dossier de presse. Dans les sorties prochaines, Martin va nous parler d'Apprendre de Claire Simon. Lucie nous parlera de La vengeance de la sirène de Toshiharu Ikeda. Je parlerai du Mohican de Frédéric Farucci. Et Benjamin nous parlera de La légende Joshi de Isaiah Saxon. Nous commençons avec Apprendre de Claire Simon qui sort le 29 janvier. Résumé: apprendre, lever le doigt, ne pas se tromper, avoir envie que la maîtresse ou le maître nous dise c'est bien, savoir lire, écrire, compter, c'est pas toujours facile. Apprendre aux enfants, détecter dans leurs yeux ce qui coince, les encourager, les aider,
les faire lire, chanter, apprendre à se parler dans la cour plutôt que de se battre. Apprendre, cela se passe dans une école élémentaire de la République, dans une ville de la banlieue parisienne. Tout le temps, on me parle de toi. Ah ben il a tapé, ben il a tapé, ben il a tapé. Mais non, parle avec les gens, tu es intelligent comme garçon. T'es intelligent ou pas? Moi je crois que oui en tous les cas. La moitié de 26, Jean-Baptiste. 13. Excellent, très bien. Dérange pas, joue avec moi, il lève le doigt. La majorité a dit que tu joues pas, donc tu joues pas. On va lever la main les uns après les autres et on s'écoute. Moi, parfois, j'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour avoir confiance en toi? Et je me dis, c'est pas grave si je rate. Par Tu exemple, t'encourages. on peut s'encourager. Tu dois tout systématiquement suivre les coutumes religieuses. Bah, ça dépend. C'est pas obligé de tout faire. Ta religion, t'as fait un choix, c'est bon. Respecte-la. C'est comme ça que tu pratiques la religion, alors 14 prières. Ça sent que tu fais pas tes prières tous les jours. Apprendre, c'est un film dont je voulais vraiment parler parce que par rapport aux précédents épisodes qu'on a fait, j'avais 2 frustrations. La première, c'est que j'avais déjà parlé de Claire Simon dans un des tout premiers épisodes, on peut même dire un épisode pilote du podcast. C'était pour le film Notre Corps. Et donc l'épisode n'a pas été diffusé. Donc mon éloge de Claire Simon n'a jamais été entendu. Et la seconde frustration, c'est que dans le précédent épisode, j'avais parlé des réalisateurs ou réalisatrices qui étaient à la fois metteurs en scène de cinéma et réalisateurs de documentaires, et j'avais complètement oublié de parler de Claire Simon, alors que c'est peut-être ma préférée dans ce domaine-là. Voilà. Donc Claire Simon, c'est une réalisatrice qui a fait à la fois de la fiction et du documentaire. Donc dans les fictions, on peut noter entre autres un film comme Les Bureaux de Dieu, qui parle du planning familial, ou un film qui s'appelle Vous ne désirez que moi, qui parle de Marguerite Duras, entre autres, de sa relation avec un jeune homme qui doit avoir la moitié de son âge. Et voilà, et elle avait fait aussi un autre film qui s'appelle Gare du Nord, avec Nicole Garcia et François Damiens. Et c'est toujours une réalisatrice que je trouve passionnante parce que y a toujours une frontière très fine entre la fiction et le documentaire. Parce que dans ces fictions, il y a toujours une part de réalité, des éléments qui sont tirés directement de la réalité. Par exemple, Les Bureaux de Dieu, ce que jouent les acteurs, donc notamment il y a Nathalie Baye dans ce film-là, il y a Béatrice Dalle. Ils rejouent des scènes qui ont vraiment été vécues par des personnes qui travaillent au planning familial. Dans Gare du Nord, elle balade sa caméra dans la Gare du Nord. Et il y a des moments où on ne sait plus si ce qui est filmé, c'est des vrais moments captés dans la Gare du Nord ou des moments qui ont été plus ou moins mis en scène. Et donc, dans Vous ne désirez que moi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en scène un échange entre une journaliste qui est interprétée par Emmanuel DeVos et le jeune homme qui a été l'amant de Marguerite Duras. Entrecoupé à certains moments, il va y avoir des extraits documentaires parce qu'il avait joué dans un film de Marguerite Duras et on va voir un moment de making-of du film dans lequel il avait tourné. Et voilà. Et donc, pareil, dans les documentaires qu'elle a réalisés, elle arrive à capter des moments vraiment, vraiment fous. Elle avait réalisé un film qui s'appelle Le Concours, où elle filme le concours d'entrée à la Fémis, mais vu du point de vue des enseignants, des membres du jury, au fait. On voit leur délibération, on voit comment on voit parfois des étudiants qui passent le concours, mais on voit pas les étudiants, on voit juste la réaction des professeurs. On voit parfois comment ils réagissent après coup, comment ils prennent leurs décisions. Et c'est vraiment très prenant, et elle arrive à capter des moments, et ça reste très pudique. Elle arrive toujours à trouver le juste milieu entre capter un moment mais rester dans la pudeur, quoi. Ne pas exhiber les gens, ne pas les donner en spectacle. Et là donc le film Apprendre, ça se passe dans une salle de classe, je pense d'une école primaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un des tout premiers films documentaires qu'elle avait réalisé, c'était un documentaire qui s'appelait Récréation. Et elle était juste dans une cour de récréation et elle filmait les enfants dans la cour de récréation,
et tu vois vraiment la vie, l'énergie qu'il y a dans une cour de récréation, l'imagination des enfants, mais aussi la violence qu'il peut y avoir dans une cour de récréation, au point qu'il y a certains moments où il y a un gamin qui se fait limite martyriser par les autres, qui essaye de se réfugier en haut d'un toboggan, les gamins essaient de lui donner des coups de pied et tout. Ah ouais. Et t'es là à dire, non mais pose ta caméra et va l'aider, quoi. Et au fait, après coup, tu te dis, bah oui, c'est aussi le travail du documentariste de rendre compte de quelque chose, quoi, de ne pas rester dans la magie de l'enfance ou ne pas vouloir censurer quelque chose parce que c'est pas ce qu'on veut voir de l'enfance, mais montrer vraiment, voilà, l'enfance, c'est pas que l'insouciance. L'enfance, ça peut aussi être une forme de violence, quoi. C'est aussi apprendre à vivre ensemble, tout comme on le voit apparemment dans ce nouveau film, donc que je n'ai pas vu, mais ça m'a très fortement fait penser à ce film-là. Donc, c'est un film que j'ai très envie de voir. Et voilà, et je pense que ça serait bien qu'on voit plus les films de Claire Simon, parce que c'est une cinéaste qui reste finalement assez confidentielle, mais qui a réalisé donc aussi le film Notre corps, dont j'avais parlé dans l'épisode qui n'a pas été diffusé, qui parle des femmes à l'hôpital, et notamment des femmes qui se battent contre un cancer du sein. Et voilà, et donc encore une fois, elle arrivait à filmer ça avec beaucoup de pudeur, quoi. Et voilà. Et ce que tu avais dit lorsqu'on avait parlé de Notre corps, c'est que Claire Simon est plus ou moins affiliée à la plateforme documentaire en ligne qui s'appelle Tank. Et on invitait oui, absolument, nos auditeurs, qui à l'époque n'existaient pas, à s'abonner à Tank. Ouais. Voilà. Donc Tank, la plateforme de streaming du documentaire d'auteur. À l'époque, j'avais dit qu'elle était cofondatrice de Tank et je m'étais trompé, donc c'est pas plus mal que l'épisode n'ait pas été diffusé. Mais par contre, elle a réalisé un documentaire sur l'aventure de Tank, au fait. Ok. Je crois qu'il était disponible peut-être encore maintenant, vu qu'elle l'avait réalisé un peu dans le cadre de... Je crois que ça avait été plus ou moins produit par Tank. Et ça permettait de voir un peu ce que c'était, la façon dont la plateforme fonctionnait. Et voilà. Et donc, oui, effectivement, on peut aussi recommander la découverte de la plateforme Tank. Merci Martin pour ce petit brief Claire Simon et Tank aussi. Abonnez-vous, c'est 6€ par mois, je crois. Et maintenant, nous passons à Lucie qui va pas nous parler d'un film récent, mais d'une ressortie, à savoir La Vengeance de la Sirène de Toshiharu Ikeda, un film de 1984. Petit résumé, Allociné, la douce et mystique Migiwa Saeki et son mari Kaizuke travaillent comme pêcheurs dans un petit village. S'opposant à un projet immobilier des plus inquiétants, Kaisuke se fait assassiner pour son insoumission. Laissée pour morte par les tueurs, Migiwa trouve alors refuge parmi les prostituées de l'île de Wakatano, et entame une terrible vengeance. Petit synopsis où il est indiqué que le film est interdit aux moins de 16 ans. On se demande bien pourquoi. Oui, donc La Vengeance de la Sirène, j'ai choisi d'en parler. D'habitude, je me dis, j'ai pas vraiment envie de parler des ressorties d'anciens films, plutôt de parler des nouveautés, de ce qu'on propose aujourd'hui au cinéma. Mais là, exceptionnellement, oui, je voulais en parler. Alors, pour information, c'est une sortie limitée, hein. Il y a quelques séances par-ci par-là, peut-être dans votre région vous en aurez une, voilà, à surveiller.
Si jamais La Vengeance de la Sirène n'y passe pas par chez vous, il faut savoir qu'il sort en Blu-ray dans quelques semaines à peine chez Carlotta. Actuellement en précommande. En plus, oui, donc il va être de plus en plus visible, ce film. Pour le coup, c'est vraiment une redécouverte d'un film japonais et d'un cinéaste qui, en France, jusqu'ici, était assez méconnu, Ikeda. Il est connu par quelques fans de cinéma asiatique parce qu'il a fait Evil Dead Trap, un slasher qui se passe dans le milieu du snuff movie. Ouais. Mais à part ça... C'est édité par Le Chat qui fume récemment, il me semble, Evil Dead Trap. Ah, c'est un bon timing, alors ça veut dire qu'il revient un petit peu à la mode, décidément. Donc Ikeda, à la base, c'est un réalisateur qui a commencé dans le Pinku. Donc tout simplement, c'est les films érotiques japonais, du softcore interdit aux moins de 16 ans, quoi. Un peu le téléfilm du dimanche soir sur M6, quoi, pour ceux qui ont 30 ans et plus. Après culture pub. Ouais, voilà. Rêve de vieux. Et donc après, il y a beaucoup de grands cinéastes qui ont commencé comme ça, plus que vous le pensez même. Et donc suite à ça, après, il a enchaîné sur des genres plus diversifiés. Donc là, La Légende de la Sirène, on retrouve des racines du Pinku, puisqu'il y a des scènes érotiques qui sont très longues. Maintenant, le film est loin de raconter que ça. C'est vraiment une histoire d'amour qui se termine bêtement par un assassinat politique, puisque c'est un petit pêcheur qui a voulu empêcher un projet immobilier. Et j'aime beaucoup les histoires d'amour qui ont pour obstacle la mort. J'aime bien les films à la Solaris, à la Ghost, tous les trucs comme ça, les histoires de fantômes avec une histoire d'amour au milieu, en fait. J'adore. En plus, voilà, on peut faire des films très diversifiés avec ce sujet. Bah, t'as cité Solaris et Ghost, je pense qu'on fait un peu un grand écart, là. J'ai fait exprès, justement, c'est vraiment pour montrer l'éventail ultra large, quoi. Enfin, tu vois, ouais. Ça peut être très pop comme très auteur, enfin bref. Et du coup, là, on a vraiment un film... on sait pas si on est devant une série B ou un film d'auteur, c'est assez étrange. Et donc c'est un film d'amour, de fantôme et de vengeance qui lorgne vers le fantastique aussi. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plusieurs genres à la fois en fait dedans. C'est hybride, quoi, totalement, même dans la tonalité. Des fois, je trouve que c'est un peu con-con, et des fois, je trouve que ça atteint une grâce pas possible, quoi. Non, j'ai eu un coup de cœur immense quand je l'ai vu pour la première fois. Je m'y attendais pas du tout. Et c'est pour ça que je voulais le défendre aujourd'hui. Et il est repassé récemment à un festival, l'Étrange Festival à Paris. Et pareil, enfin vraiment, le coup de cœur, il était intact, quoi. Au revisionnage, j'adore. Ok. C'est un film qui a aussi une histoire un peu tragique, disons, puisque le destin du réalisateur a un peu rejoint celui du mari, disons, puisque Ikeda, en fait, a dit qu'il voulait mourir sur les lieux du tournage de La Vengeance de la Sirène, et c'est vraiment arrivé, en fait. Quelques décennies plus tard, dans les années 2000, je crois. Et on l'a retrouvé mort, et on ne sait pas si c'est un suicide, mais ça pourrait être un suicide, enfin bref. Voilà, donc il y a le fantôme du réalisateur comme ça en plus qui hante le film. Enfin voilà, c'est absolument superbe. La musique est incroyable. Je l'ai dans la tête par cœur encore un an après, quoi. Tout fonctionne en fait pour moi dedans finalement, même ses défauts. Voilà. Ouais. Et tu voulais ajouter quelque chose, Martin? Oui, juste, je voulais juste revenir de façon plus générale sur le Pinku et sur le roman porno. Oui. Les films érotiques, voire porno soft japonais. Et on rappelle, le porno soft, c'est quand les actes sont quand même simulés. C'est ça. C'est-à-dire que c'est des films qui pouvaient être tout simplement des produits de consommation basiques, mais il y avait aussi des producteurs qui disaient « Ton film, tu mets ce que tu veux dedans, tant que toutes les 10 minutes, il y a une scène de sexe, dont une scène de sexe en couleur, à un moment. »
parce que la plupart des films étaient tournés en noir et blanc, et ça permettait à des réalisateurs de faire passer des messages politiques, et aussi de faire des films complètement fous, tant qu'une fois de temps en temps, ils mettaient un truc pour plaire aux producteurs. Et là, ça a l'air d'être ça, mais démultiplié à l'infini, quoi, ce film-là. Ah, totalement, parce qu'en plus, il n'y a pas tant que ça de scènes de sexe en nombre. C'est juste qu'il y en a 2, en fait, dont une qui est vraiment longue, quoi. Mais c'est pas un ping-coup en soi, vraiment. Alors, on peut dire que c'est la suite logique de son début de carrière, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'évolution. C'est vraiment un cas comme tu décris, quoi. Un mec qui voulait dire autre chose, quoi. Très bien. Ok. Alors moi je suis pas le plus grand spécialiste en PINCU, mais récemment sur Mubi j'ai vu Les Fruits de la Passion de Shuji Terayama qui a la particularité d'être un PINCU EGA avec Ariel Dombal. Et ça, je pense qu'il fallait le signaler. Pas un grand film, je faut signaler aussi. Oh bah oui, non c'est naze. Oui, mais un film naze avec Ariel Dombal, c'est déjà 100 fois mieux qu'un film naze sans Ariel Dombal. C'est pas faux. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Vous ne me ferez pas changer d'avis. C'est vrai en plus. Alors, on parle de personnages qui s'opposent à un projet immobilier. Excellente transition pour parler du Mohican de Frédéric Farucci, donc son second long métrage. Le synopsis étant, en plein cœur de l'été, Joseph, l'un des derniers bergers du littoral corse, voit son terrain convoité par le milieu pour un projet immobilier. Il refuse de céder, cela signerait la fin d'un monde. Quand il tue accidentellement l'homme venu l'intimider, il est forcé de prendre la fuite et devient la proie d'une traque sans répit du sud au nord de l'île. Porté par sa nièce Vanina, la légende de Joseph, incarnant une résistance réputée impossible, grandit au fil des jours et se propage dans toute la Corse. Extrait de la bande-annonce. T'as fait un petit accent quand t'as dit toute la Corse. Ton terrain nous intéresse. Moi, je travaille sur ce terrain. Regarde un peu autour de toi. Tu vois pas qu'il est devenu une anomalie dans le paysage, là? Il y a des intérêts monstrueux en jeu, des intérêts qui te dépassent. C'est à lui. Bon, arrête maintenant, hein. Ne fais pas comme si tu avais le choix, tu as compris? Joseph, on dit pas non à ces gens-là. Oh! Il est où Michel? Oh! Tu vas où, là? Tu t'es juste défendu, non? C'est ça qui s'est passé. Pourquoi tu te rends pas? Tu es sérieuse? Je connais beaucoup de types qui tiennent tête à la mafia. Regarde un peu autour de toi. J'ai posté ça. La Corse, c'est une île dangereuse, c'est ça que tu veux dire? La réalité, c'est que ces gens-là, ils en font vivre du monde aussi. Ouais, ça veut dire bétonner le littoral. Et cette fille-là, avec ces putains de réseaux de merde-là, retrouve-moi sur le berger, que les gens commencent pas à en faire un héros. Frédéric Farucci, réalisateur corse, qui avait déjà fait un premier long métrage qui s'appelle La Nuit Venue, que je n'ai absolument pas vu, et qui ne se passe pas du tout en Corse, mais là, il revient là où il a vécu, où il a grandi. Et comme La Vengeuse dans la Sirène, comme vous avez entendu, ça parle d'un personnage qui s'oppose à un projet immobilier. Pourquoi ce film m'intéresse? Il m'intéresse parce que le cinéma corse a l'air d'aller plutôt bien en ce moment. Alors je dis ça, mais j'ai vu la moitié des films que je vais citer. Alors il y a Le Royaume de Julien Colonna, qui est un truc vraiment excellent, qui est sorti en novembre dernier. Vraiment premier long métrage hyper bluffant, Le Royaume. Ça, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Mais il y avait aussi Borgo de Stéphane de Moustier, qui paraît-il est très bien, mais que je n'ai pas vu. Il y a aussi les films de Thierry de Peretti, donc je n'ai vu que la moitié, à savoir Une vie violente et Enquête sur un scandale d'État, qui n'était pas un film qui se passait en Corse, certes, mais qui était absolument brillant. Et Une vie violente, là pour le coup, qui se passait en Corse et qui était déjà très très bien. Et qui a sorti à son image récemment, mais que j'ai raté. Donc non, le cinéma corse, enfin il y a des films qui ont l'air très très intéressants et très bien foutus, qui ont l'air de venir de là-bas. J'ai pas cité, mais il y a aussi les 3 films d'Eric Fraticelli, Permis de construire, Le Clan et Inestimable, 2 avec Didier Bourdon. Ça, je les ai tous vus, hein, pour le coup. Bah, Didier Bourdon oblige, hein. Ah oui, ça, je les ai tous matés. Non, et puis Le Mohican, voilà, bon, bah, ça parle aussi du crime organisé, de corruption, et puis de valeurs morales mises à mal, et
tout ça, qui reste quand même des sujets qui m'intéressent beaucoup et qui, de fait, un peu, sont le bon terreau pour des dramaturgies quand même assez intenses. Donc, non, ça, le Mohican, puis le titre est quand même plutôt joli. Hein, je sais pas si c'est le préquel du film de Michael Mann, le dernier des Mohicans, mais a priori non. Et par contre, je viens de faire le lien, mais le premier rôle est joué par Alexis Mananti, lui aussi acteur qui vient de Corse, et que l'on retrouve dans le dossier Mal d'Aurore de Fabrice Duvels, donc voilà, qui joue un gendarme qui enquête sur Marcel Dedieu. Aka Marc Dutroux. Et donc manifestement pas très efficace. Ouais, lui il est un peu efficace quand même, mais ouais, c'est pas le plus brillant, mais c'est clairement pas le pire dans le lot. Voilà, meilleure carte de visite. Non, il joue un personnage bien, mais voilà, juste dès que ça vient, l'enquête devient vraiment chaude, bon là il arrête. Mais voilà, c'est tout en son honneur au personnage. Ah non, mais s'il y a des crimes, moi j'y vais pas. Hein. Bah j'irai pas avec toi, voilà. Bien, voilà. Et donc le Mohican, ça sort le 12 février 2025. Enfin le 12 février quoi. Après, si vous écoutez ça dans les 10 années qui viennent, voilà, vous saurez que ça c'est sorti le 12 février 2025. Et si vous l'écoutez dans 6 mois, il sera certainement disponible en VOD et vous pourrez tout de suite foncer pour le regarder et le télécharger légalement. C'est l'an 2000. Je suis désolé. Non mais, ok, cool. Rêve de vieux, quoi. C'est l'épisode Rêve de vieux. Ouais, mais grave. Un peu tous les épisodes, hein, malheureusement. C'est pour moi que tu dis ça. Bref. Maintenant, on va parler de la légende d'Oshi. Enfin, Benjamin va nous parler de la légende d'Oshi. Que raconte ce film ? Dans un village isolé des Carpates, Yuri, une jeune fille élevée dans la crainte des mystérieuses créatures de la forêt appelées Oshi, se voit interdire de sortir après la tombée de la nuit. Un jour, elle découvre un bébé Oshi abandonné par sa meute. Déterminée à le ramener auprès des siens, Yuri va défier les interdits et s'engage dans une aventure extraordinaire au cœur des secrets de la forêt. I was born on a small island in the Black Sea. People say it's a dangerous place. There are bears and wolves and something else. Something people fear is much worse. Your parents have offered you to this cause. They say, here, make something of my boy. Protect us. Save us. We are cursed with a wickedness. The Ochi. It's okay. I won't hurt you. You're not like they say. Yuri, what is this? I'm taking him home. Alors, pourquoi est-ce que je voulais vous parler de la légende de Ochi, donc de Isaiah Saxon? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le papier, le film réunit tous les éléments d'un bon film de hipster, puisque on est sur une production A24. La musique est signée par le compositeur des Dirty Projectors, qui est un groupe de folk indé un peu dissonante, qui a notamment travaillé avec Björk, donc autant dire qu'il y a de la street credibility. Mais petite originalité, c'est un film pour enfants. C'est pas le premier film pour enfants produit par A24, puisque on a déjà vu par exemple Marcel le coquillage avec des chaussures, qui était un film pour enfants un peu trop dépressif. Moi c'est vraiment pour enfants ça ? Bah en tout cas, ouais, si, je pense que c'est vraiment pour enfants. Pour enfants sous l'Exomile, quoi. Oh. Mais voilà, pour enfants sous l'Exomile, ouais.
En fait, c'est compliqué. Je pense que c'était un peu le même problème que l'adaptation de Max et les Maxi Monstres par Spike Jonze. Oula, oui. C'est-à-dire que c'est un peu pensé pour des enfants. C'est doux, il y a un petit personnage de dessin animé, c'est mignon. Il y a un petit côté Paddington dans Marcel. Mais fondamentalement, ça parle de séparation, ça parle de deuil, ça parle de choses comme ça, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est comme Marianne Max. Ouais, mais sauf que Marianne Max, on est d'accord que Marianne Max, par contre, ça n'a jamais été orienté pour les enfants. Non, mais ça peut prêter à confusion le côté animation. Oui. En pâte à modeler. Un peu sombre, mais voilà, comme Team America. Ah oui. Où t'as l'impression que c'est pour enfants parce que c'est des marionnettes et puis c'est un film de marionnettes qui baise, quoi. Bah, c'est pour les enfants, Team America. Bref, donc La Légende de Hachi, c'est un film qui est intéressant pour plusieurs raisons. Première raison, donc, d'après le script, ça se passe dans un village isolé des Carpates et il y a Willem Dafoe dans le film. C'est donc la deuxième film en très peu de temps où Willem Dafoe se trouve confronté à une créature mystérieuse des Carpates. C'est quand même à signaler. Pour deux résultats... C'est plutôt la créature qui est confrontée à Willem Dafoe, globalement. Oui, c'est ça, oui. Pour deux résultats complètement opposés, puisque donc le Nosferatu de Robert Eggers était un film avec très très peu de couleurs et qui sentait un peu le pourri, quoi. Enfin, littéralement, hein, parce qu'il y avait des rats et tout ça. La Légende de Chi, au contraire, c'est un film qui est plein de nature, plein de couleurs, plein de petites créatures mignonnes. Et la deuxième raison pour laquelle je voulais parler de ce film, c'est que c'est donc réalisé par Isaiah Saxon, c'est son premier long métrage, et c'est quelqu'un qui vient de l'animation. Il a un tout petit studio d'animation qui s'appelle Encyclopédia Pictura, qui est connu pour réaliser des clips, et notamment, et c'est peut-être le lien avec les Dirty Projectors, qui a fait un clip de Björk, qui était le clip de Wanderlust. Et il y a un reportage de Trax, un épisode de Trax de Arte qui est disponible sur YouTube, où ils parlent de leur processus de travail. Et ils expliquent qu'ils aiment mélanger les styles d'animation pour qu'on n'ait pas le côté entièrement factice qui est lié aux images de synthèse. Bon, le film a l'air quand même très image synthèse, mais il a l'air aussi très tourné dans des paysages. La créature, elle a l'air aussi sur certains plans fait en stop motion, etc., etc. Et donc la volonté, c'est de créer un effet un petit peu étrange pour éviter que les gens se disent juste ah bah de toute façon c'est de l'image synthèse, c'est pas réel en fait, mais qui a un côté matériel à l'animation. Autre aspect intéressant dans le reportage de Trax, il explique que après avoir travaillé pendant 9 mois sur le clip de Björk, il est parti avec ses amis créer un village au milieu de la forêt en Californie du Nord, où il vivait en totale isolation. Il faisait en autonomie, plutôt en autonomie. Il faisait pousser leurs légumes et tout ça. Et je pense que dans le film La Légende de Hachi, il va y avoir un peu cette ambiance-là. De village isolé au milieu de la forêt, l'aventure dans les bois, etc. Et ouais, c'est quelque chose à laquelle je suis sensible. Le côté film d'aventure pour enfants, ça peut vraiment être chouette. Le risque, c'est que la créature a l'air un peu moche. On va pas se le cacher. Donc, j'espère que ce sera bien. Mais au pire, écoutez, il y a Willem Dafoe en armure en carton. Moi, ça suffit à faire mon bonheur. J'ai pas besoin de beaucoup plus que ça. Donc, c'est pour cette raison que j'irai voir La Légende de Hachi. Enfin, ça et le fait que je suis un gros hipster, évidemment. Ouais. Dès que t'as parlé des gens qui font pousser des légumes en autonomie... Oui, voilà. Oui, ouais. Non, mais c'est clair que le côté bio, plus A24, plus Dirty Projector, plus animation faite main... Oui. Là, je pense que Télérama va mettre 4T en disant un film d'une douceur rare, quoi. Ouais. Et petit bonhomme très content, avec des étoiles autour. On espère. Voilà.
Après, c'est plus un bonhomme maintenant dans Télérama. Ah bon? Non, en fait, ça a été redessiné par Putain, je suis pas à jour. Pénélope Bagieux et maintenant c'est une madame. Ok, donc quelqu'un tient à jour mes rêves de vieux ou pas là? J'en suis à combien? Bref. Alors, du coup, petit point pour savoir quand est-ce que l'on pourra voir ces films. Apprendre de Claire Simon sort le 29 janvier 2025. La vengeance de la sirène ressort le 5 février, mais ressort de façon plutôt événementielle. Voilà, donc surveillez les séances près de chez vous. Le Mohican sort le 12 février et La Légende d'Oshi sort le 5 mars. Voilà. Mais sinon, en février, vous avez d'autres films dont on n'a pas parlé ici parce que je pense ils n'ont pas besoin de notre aide, comme Striptease Intégral. Nouveau film Striptease avec 5 épisodes inédits, qui est très très bien. Et il y a aussi The Brutalist qui est plus que très bien aussi, mais bon, ça, voilà. On en entend déjà beaucoup parler. Et Paddington au Pérou. Voilà, et des concerts de K-pop. Ouais. Paddington au Pérou qui me fait envie, qui me fait peur à la fois parce que ça a quand même l'air beaucoup moins bien que les deux premières. Ah, le 2 était difficile à dépasser. Et il y avait quand même un coup de cœur qu'on voulait signaler. Absolument. Voilà, qui est le nouveau film de Paul Anderson. Oui. Avec Dave Bautista et Mila Jovovich. Oui. Qui est censé être une adaptation de George R.R. Martin, mais connaissant Paul Anderson. Il va mettre de la techno et des ralentis. Ouais, c'est ça, son sens de l'adaptation n'est pas à démontrer. Voilà, on rappelle les montgolfières steampunk dans les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires 3D, s'il te plaît. Voilà. C'est important. Enfin bref. Et mais moi, je suis à fond pour ce film. Comme pour tous les Paul Anderson. Ouais, et puis là, pour le coup, ce qui est bien, c'est que ça a l'air d'être un polo qui est un peu aventure, avec des trucs à la fois hyper ambitieux et hyper cheapos. Ouais, ça a l'air vraiment cool, ouais. C'est Paul Anderson comme on l'aime, quoi. Donc, ouais. Donc voilà. Et en plus, Mila Jovovich, elle a un tatouage. On dirait qu'elle a la ligne du RER tatouée sur le... Et ça peut être vachement pratique. Oui. Quand tu sais pas à quelle station descendre. C'est Prison Break, mais c'est quand tu descends à Châtelet, quoi. Putain. Donc, voilà. Ouais. Un film... Ah non, mais... Un film à message. Voilà. moi, ce film-là, j'y vais, mais day one, quoi. Je veux dire, première séance, premier rang. Voilà, si c'est en 3D, j'ai les lunettes sur le nez et tout, j'y vais, quoi. Ah oui. Ah carrément. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que les Anderson au cinéma, t'as Wes Anderson, Paul Thomas Anderson et Paul W.S. Anderson. Franchement, les deux autres, si je pouvais ne plus voir un film de ma vie, j'en vivrais très bien. Mais Paul Anderson, le réalisateur de Mortal Kombat, de Resident Evil et de Event Horizon, franchement, j'adore ces films. Donc, c'est mon péché mignon. Bien. On est d'accord, là on a fini sur une note haute, quoi. Ah oui, attends. Ouais. Tu veux dire quoi après ça, là? Rien. On s'incline devant Paul Anderson. C'est quoi vos films? Des westerns, des policiers? Ce sont des films d'amour. J'ai vu tous vos films à la cinémathèque. Oui, moi je les ai jamais vus, alors. Et ceux des autres non plus, d'ailleurs. Le patron de cette salle avait, sans le savoir, la meilleure programmation de toute la France. Tout comme, sans le savoir, Feuillade faisait des chefs-d'œuvre. Je ne comprends pas comment les gens peuvent me prendre pour un créateur, alors je fais toujours n'importe quoi. Et truc chouette en ce moment? Il y a un film bouleversant qui s'appelle Mort me plaît. C'est une histoire qui se passe dans le Nord, sur l'angoisse du chômeur qui regarde son péril. C'est en noir et blanc, caméra à la main, joué par des amateurs. Moralité d'ailleurs, il vaut mieux faire un film incompréhensible et plaire que le contraire. Au revoir, monsieur. Épisode à suivre.